Bonjour et bienvenue au New School et bienvenue aussi à ceux qui se joignent à nous en ligne direct. C'est une excellente occasion donc de présenter l'état du monde ici à New York et ici à notre école, aussi en collaboration avec nos amis de la Fondation James Beard. J'aimerais dire quelques mots au sujet de ce que nous faisons. Nous avons donc un programme d'études sur la gastronomie. Nous avons aussi des classes qui sont accessibles au public général. C'est une tradition de notre école depuis son établissement il y a 100 ans. Nous voulons travailler avec le monde culinaire, le monde de la gastronomie, des chefs, car il y a un grand nombre de nos étudiants qui viennent de ce secteur. Donc c'est une opportunité de renforcer nos liens avec ce secteur. Pour commencer, je vais faire appel à Nicolas Chatenier, qui est donc le directeur en chef de Table du Monde. Merci, bonjour tout le monde. Donc, quelques mots à propos de l'Étape du Monde. On a été créé en 1954 et on réunit autour de nous 175 restaurants dans 26 pays, répartis dans 26 pays. Et c'est donc des restaurants gastronomiques étoilés dans le guide Michelin. Et notre but, c'est de promouvoir donc la restauration gastronomique et de s'assurer que cette restauration est en croissance pérenne. Donc là, une gastronomie excellente, un service excellent dans des lieux qui sont très agréables. Un petit mot sur cette conférence. On a beaucoup parlé avec Mitchell David de la Fondation James Beard et nous pensons que c'est un secteur qui a besoin de dialogue, de questionnement. C'est un secteur incroyable qui attire beaucoup de chefs, beaucoup d'attention, mais de temps à autre, il faut penser les défis principaux auxquels nous faisons face. Donc, c'est l'idée principale qui sous-tend notre dialogue. Et nous attendons de ce dialogue des conversations très, très vives où les panélistes vont se confronter autour de ces idées, débattre, car c'est l'avenir de notre secteur. C'est ce que nous croyons. Pour conclure, quelques mots de remerciement à Fabio et Pamela du New School qui nous ont invités ici et on est vraiment très heureux de pouvoir mélanger la gastronomie fine avec l'éducation, et surtout la Fondation James Beard qui a organisé tout ceci, ainsi que mon équipe avec Julie et aussi l'équipe sur place qui a pu établir cette conférence. Donc, j'espère que vous allez passer un très bon congrès. Et maintenant, Mitchell va nous parler de la situation actuelle. Merci Nicolas, merci à tout le monde. Donc, en commençant par les débuts, vos écouteurs peuvent vous faciliter la traduction vers l'anglais et le français, donc canal 1 pour l'anglais, canal 3 pour le français. Nous sommes très contents d'être ici. Comme Nicolas dit, c'est un dialogue provocateur sur la gastronomie fine, un sommet de la gastronomie que James Beard organise plus tard cette année. Vous venez de vous joindre à nous au Shake Shack pour des hamburgers et des frites après avoir visualisé le film de Marchese qui a redéfini la haute cuisine en Italie
Et je crois qu'entre cet hamburger et cette alta cucina en Italie, c'est là où se situe la gastronomie aujourd'hui. Je suis très honoré d'inviter sur l'estrade les panélistes. Ça va être un processionnel. On va inviter Alex Stupak pour commencer. Et puis, donc, des chefs pâtissiers, le cuisinier, le chef Olivia, qui vient d'ouvrir un restaurant de tacos mexicain. Et ce restaurant a évolué et se trouve en centre-ville, à Manhattan. Il vient de recevoir 3 étoiles du New York Times. Et maintenant, Mitchell Davis, qui est la chef de Maples, qui est un restaurant fantôme, qui n'avait pas de table ni de siège. C'était une solution technologique pour la livraison et qui fait partie des statistiques qui sont appliquées dans cette conversation, car 52% des repas sont mangés à la maison. C'est des repas qui sont à domicile, mais pas cuisinés à la maison. Vous avez collaboré avec le Bernardin, donc vous connaissez la haute cuisine et la cuisine la plus innovatrice. Et maintenant, en dernier lieu, Julien Royer, chef du restaurant Odette à Singapour, un restaurant Michelin de 2 étoiles. Il a reçu ses 2 étoiles dans un record de temps, je crois que c'était en 9 mois. Et puis on va commencer cette conversation sur la gastronomie en demandant à vous tous de faire un petit commentaire. Donc, dans les 3 années passées, vous avez fait de grandes carrières. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les changements, les innovations, les évolutions dans vos restaurants que vous n'attendiez pas au début de vos démarches professionnelles? Je vais commencer avec vous, Julien, et votre expérience à Singapour. Pour ma part, en tant que jeune chef et jeune restaurateur, ce qui m'a vraiment surpris et ce qui m'a émerveillé dans les années récentes, c'est qu'il y a une évolution très rapide, les attentes sont différentes et il y a une idée, un fil à suivre, et c'est que la notion de temps est absolument essentielle dans notre secteur, surtout dans la gastronomie. Parmi nos clients, bien que nous pourvoyons une expérience de gastronomie, le temps est absolument essentiel. Il faut limiter les temps de livraison. Ça veut dire que vous pensez que le temps est crucial? Oui, c'est surtout en Asie. Le train de vie est très rapide, les attentes sont énormes, mais le temps doit être contrôlé en tant que chef, en tant que restaurateur. Au plus, c'est 1h30, 2 heures au déjeuner et 3 heures pour le dîner. C'était un grand défi au début parce que je ne m'attendais pas à ces contraintes quand j'avais ouvert mon premier restaurant. Donc il faut restructurer notre offre, nos menus, réduire le nombre de plats et essayer de livrer, de démontrer nos capacités, mais dans un temps beaucoup plus restreint. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans les années passées? Parce que je pense qu'il y a une grande transition dans l'expérience gastronomique. Quelque chose qui me surprend et qui m'émerveille, c'est l'élément émotionnel. C'est la réponse à la cuisine authentique et aux ingrédients authentiques qui a eu un énorme impact dans l'expérience gastronomique. C'est très important. Tout le monde est surpris par les sources, les approvisionnements des éléments, des ingrédients. Et je crois que pour moi, c'était un des idées les plus nobles qui sont sorties de cette expérience. On va bien sûr parler de l'approvisionnement, puisqu'on a plus de temps, on est en train de digérer des expériences numériques et de trouver la manière de créer une communauté mondiale de gastronomes, de gastronautes,
pour tirer le plus de valeur de leur expérience. Alex, ce qui me surprend le plus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pas à suivre dans notre évolution. On est tout de suite confronté aux attentes énormes, non seulement dans la gastronomie, car tout est entré à l'expérience, est expérientiel. Je n'ai pas suivi un parcours traditionnel, mais si on trouve qu'un restaurant est très difficile à gérer, on peut ouvrir un bar sur le coin et utiliser des couverts en plastique. Mais cela ne va pas changer la donne parce qu'ils vont avoir les mêmes attentes de votre bar du coin. Donc, commencez avec cette idée, donc cette image de l'hamburger de Shake Shack qui serait égale dans les médias, dans les réseaux sociaux, de la photo du canard de Daniel Humm. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il y ait un tel rapport entre une expérience qui vaut des centaines de dollars et l'autre qui vend quelques dollars? Je crois que ça revient à la connexion émotionnelle. Il y a la connexion de par les sentiments. Ça peut être très simple pour les gens. Un hamburger de Shake Shack, par exemple. Mais quand les gens trouvent une combinaison parfaite de ludique et gastronomique avec une chimie particulière dans l'hamburger. Et après, vous avez le canard de Daniel qui est absolument étonnant du point de vue visuel, des textures, des odeurs. Et tout ceci est la même expérience. Cela revient à ce que dit Daniel. Il n'y a aucune expérience entre ce que vous ouvrez, que ce soit une brasserie, un bar ou un restaurant Michelin 3 étoiles. Les réactions sont les mêmes. Tout le monde qui travaille dans le domaine hospitalier, que ce soit un repas qui est offert sur ça peut être une expérience. C'est la rapidité de l'expérience et la connexion qui se fige immédiatement avec les clients. Alors, parlons un peu de ceci, parlons un peu de l'artisanat. Daniel est au fond, j'ai une fois dégusté un caneton à la presse dans son restaurant qui résonne un peu avec le canard suivi par le restaurant La Terraille, le restaurant de Monsieur Terraille. Quel est le trajectoire commun? Comment on les réunit dans une photo Instagram ou plus généralement dans la gastronomie d'aujourd'hui? Julien, je crois que la chose principale, c'est que l'information est disponible et les réseaux sociaux vous donnent la possibilité d'avoir une grande base de données d'images. Et ce qui est important, c'est que ce côté émotionnel de la nourriture soit en lien avec quelque chose de visuel. Là, c'est ainsi la plupart du temps. Et à cause de la grande variété d'informations disponibles en ligne, et les gens prennent des photos de leurs plats, et ils les partagent, et nous réagissons parce que nous avons beaucoup de choix qui nous sont disponibles et on peut les comparer. On peut comparer les images. Et à cause de la disponibilité de ces informations, on fait un lien entre un plat avec un restaurant et un chef. Donc c'est un lien direct et c'est très important. Donc ça a changé le fonctionnement de notre industrie. C'est un fait. On fait tous attention à cela. Parce qu'on partage dans les réseaux sociaux, on partage des images, mais même si on ne déguste jamais la nourriture. Donc oui, vous ne voyez pas la nourriture physiquement, mais avec les médias sociaux, vous avez quand même une image et vous comprenez mieux cette gastronomie et vous pouvez la partager. Alex, quelle émotion est-ce que vous partagez? Moi, je parlais plutôt de la confrontation, si c'est possible. Certaines remarques m'ont fait penser que l'idée d'utiliser Instagram, le marketing visuel,
qui, qui a pris tellement tant d'importance. C'est peut-être en relation avec la présentation qui doit être supérieure. Tous les desserts ont un bon goût, mais le pâtissier doit le rendre spécial. Autrefois, c'était seulement disponible dans les restaurants, mais maintenant, les enjeux sont beaucoup plus conséquents parce que vous le vouliez ou non, cette image est répartie des centaines de milliers de fois. Je dois admettre que je suis Cédric Collet, le pâtissier à Paris, chez Alain Ducasse. Pour moi, c'est comme de la pornographie. Je ne peux pas le regarder dans une réunion parce que je sens monter la rougeur. Je sais que c'est un pâtissier français, donc je sais que c'est bon. Donc c'est l'idée de cette authenticité qui doit informer notre gastronomie. Ce n'est pas seulement être pour un but purement visuel ou pour choquer, pour surprendre. Non. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le rendre très attrayant, mais sans que ça soit délicieux. Mais moi, j'étais pâtissier parce que j'aimais cette capacité supplémentaire de vraiment pouvoir montrer mes atouts techniques, mes capacités. Donc c'est un élément positif. En plus, c'est de le ramener, de remettre en jeu les saveurs avec le côté visuel. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où on partage nos expériences gastronomiques? Qu'est-ce qui se passe donc avec l'idée de terroir, d'authenticité, de lieu? Est-ce qu'il y a toujours une place réservée à ces choses-là? C'est vrai que, alors dans un restaurant fantôme, quelle est la saveur du terroir? Donc, je crois que ça revient à la consommation visuelle. Maple s'est complètement penché sur la visualité dans vos applications, dans votre téléphone mobile, dans votre écran d'ordinateur. Donc, les gens regardent le visuel. Ils ont presque la capacité de savourer et de juger la saveur qu'ils peuvent retirer de l'image. Donc l'idée de l'authenticité nous vient un peu des antécédents de ce que vous êtes en train de faire, de ce qu'on met dans l'assiette. Donc c'est très important de répondre aux attentes des personnes qui visualisent cette image et qui pensent que voilà, ceci devrait avoir telle saveur, tel goût, ou c'est l'idée de la saveur qu'ils ont en tête. C'est très difficile. Parfois on perd en chemin, on perd l'authenticité, mais les ingrédients sont donc ce qui remplace, ce qui devient de plus en plus important. Cela revient à l'authenticité. Les ingrédients qu'on utilise ont tendance à être les médiateurs de ce qu'on a visualisé. Par exemple, vous dites que telle poule vient de tel fermier dans telle contrée et que cette poule a été élevée pendant tant d'années. Donc, le convive va être informé sur l'élevage de ce poulet, les soins d'élevage ou des algues repêchées dans la mer par des moines par exemple, des bonnes sœurs. Oui, nous en rions, mais c'est particulièrement avec cette nouvelle génération de clients. Ils s'intéressent beaucoup aux antécédents, à l'historique, beaucoup plus qu'à l'expérience actuelle, parce qu'ils sont en train de consommer des choses, non en les mettant dans leur bouche, au moment de les mettre dans leur bouche, mais ils les consomment au niveau viscéral, visuel, émotionnel. Et c'est là où l'authenticité, où l'authentique fait foi. Parlons un peu des tendances qui ont un grand impact sur la gastronomie. Pour commencer, vous avez vraiment bien présenté le sujet des ingrédients et je vais l'élargir un peu, l'étendre vers la durabilité et le questionnement autour de l'environnement, l'impact écologique de la planète et des producteurs. Nous avons repêché des données récemment qui nous disent que dans les 3 années passées, 67% des Américains ont changé leur manière de manger. Dans les 3 années
qui viennent de s'écouler. Ils cherchent une meilleure nourriture, plus saine. Alors, Julien, je me demande comment cela rentre dans votre approche. Je pense que c'est une tendance au niveau mondial. Dans mon cas, on vit dans un pays petit avec très peu de terres d'agriculture, donc on doit consommer presque tout ce que nous produisons. Mais nous avons beaucoup de ressources, nous avons accès à une grande gamme de produits, de fermes très diversifiées. Donc comment réclamer la durabilité dans les paramètres dans lesquels nous vivons. Et c'est là où le chef a un rôle particulier à jouer. Nous pouvons tenter de contrôler autant que possible l'utilisation des éléments plastiques, de ne pas surutiliser les ressources en eau, et d'approcher la cuisine par cette idée de tout utiliser, par exemple, dans un poisson, si vous voulez. C'est de jouer un rôle dans cette approche-là. Alex, est-ce que vous pensez que vos convives sont concernés par ces valeurs? Est-ce que vous pensez que c'est vous, en tant que chef, qui doivent mener la barque? Je ne peux seulement parler du marché new-yorkais. C'est un marché assez particulier. Parlons-en un petit peu. Je crois qu'un New-Yorkais serait plutôt préoccupé par une chose lundi et puis jeudi, il cherche à manger des pâtes avec une sauce tomate et les tomates ne peuvent pas être apprivoisonnées localement. Je peux, par exemple, mais de toute manière, je peux boire un gin tonic avec un citron vert à New York. Donc, on n'est pas très strict. Mais si les chefs sont concernés, on peut les éduquer, certainement. On peut les éduquer par des mets qui sont délicieux et qui sont aussi intéressants. C'est la meilleure manière de faire une pédagogie. Mais en dehors de l'authenticité, est-ce qu'il y a des valeurs, des valeurs opératoires au niveau de la gastronomie rapide ou de la gastronomie fine, où la durabilité peut être en jeu? Je crois que la durabilité peut tout embarquer. Ce n'est pas prédéfini, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vient d'une ferme locale. Vous pouvez mettre en exergue une technique de production ou des produits d'un producteur particulier. Ça ne dépend pas de l'emplacement géographique, du moment qu'ils sont passionnés et intéressés par leur mission. Oui, c'est quelque chose, une conception qui est très importante, surtout dans les restaurants à service rapide. Mais je pense que la durabilité peut prendre beaucoup de formes différentes. Même dans les restaurants à service rapide, ils ne prennent pas trop au sérieux. Ils ont une grande flexibilité. C'est plutôt les pratiques de production agricole qui sont importantes. Plutôt que si se poser la question si la nourriture vient d'un rayon de 400 km de l'établissement. Oui, en fait, la restauration de services rapides, avant, c'était simplement des aliments en tant qu'aliments. On ne se posait pas la question d'où ça venait. Et alors que maintenant, c'est dans le service rapide qu'on se préoccupe de ces éléments. Donc, il y a eu un vrai échange entre ces conceptions. Par exemple, je parle du Colorado, donc des stations de ski où 75 ou 80% des aliments viennent des zones côtières. Donc le homard, par exemple, est expédité depuis depuis très loin, alors que dans la ville de Stonington-on-Main, le homard est
est un produit local. Donc je pense que les deux sources sont particulièrement intéressantes. Et, parlons de la santé aussi. Vous avez parlé de la durabilité. Je ne sais pas si la durabilité et la santé, cela reste à prouver, qu'il y a un lien entre eux. Mais avant, on allait à un restaurant gastronomique parce qu'on voulait simplement passer un bon moment. Mais maintenant, on voit à New York, que ce soit un convive, un client du mardi ou du mercredi, de se poser la question si on veut telle ou telle expérience. Votre restaurant s'appelle Odette. Peut-être qu'il faut que je mange plus sain pour ne pas oublier ce que je veux dire, mais en même temps, vous voulez que les gens cherchent une valeur à un très haut niveau, même si la restauration est très rapide. Alors, est-ce que vous pensez à la santé? Pour être honnête, quand on pense à la conception des menus, on ne pense pas aux calories et aux vitamines C et D qui vont rentrer dans le menu. Mais on voit clairement qu'il y a une demande pour une gastronomie consciencieuse au niveau de la santé. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a des clients qui appelaient le restaurant et nous demandaient les calories dans notre menu test. J'en avais aucune idée, mais c'est clairement quelque chose dont il faut parler parce que je crois que la demande est en train d'augmenter et dans cette direction-là. Je crois que dans ce marché, il faut considérer la santé à tous les niveaux. Je mange peut-être dans un restaurant 3 étoiles Michelin, dans une fête, mais pour d'autres New-Yorkais, c'est simplement leur restaurant habituel. Dans les restaurants de haut niveau à New York, il y a beaucoup de gens qui se rendent régulièrement dans ces établissements, qui ne sont pas seulement là-bas pour fêter une occasion. Donc, parfois, ils veulent se faire du bien en allant dans ces restaurants, mais parfois, c'est simplement un restaurant coutumier. Donc, c'est très critique de changer les choses, parfois pour le même client, mais à des moments différents. Ce que vous dites résonne beaucoup. Par exemple, dans un bateau croisière, on peut commander presque tout ce qu'on veut. Oui, mais ça ne fait rien. Quand on parle de la restauration gastronomique, quand est-ce que nous rentrons dans la gastronomie? Par exemple, je rentre dans un restaurant où le menu coûte $60 ou dans un autre restaurant qui coûtera $90. Pour certaines personnes, ça sera la gastronomie fine. Pour d'autres personnes s'attendent à un menu test de dégustation. Mais je suis sûr que dans des établissements qui ont perduré pendant des décennies, ils écoutent tous leurs clients. Alors, ma question maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que la gastronomie fine? Je crois que la restauration gastronomique fine, c'est donc ce dont nous jouissons. Ce n'est pas les formalités de la restauration. Ça pourrait être, par exemple, le restaurant mexicain des tacos du coin. Ça pourrait être Odette. Ça pourrait être aussi le meilleur homard grillé sur une petite cabane sur une plage en Indonésie. Tout cela dépend de l'expérience du moment, et puis cela revient aux saveurs, à l'authenticité des ingrédients et de l'impact émotionnel sur le convive. Je crois que la différence entre la gastronomie fine et simplement manger pour s'alimenter, c'est si les gens font le choix de vraiment jouir et s'exprimer dans leur choix au lieu de simplement avoir faim et mettre quelque chose dans leur bouche. Est-ce qu'Odette a des nappes? Met des nappes sur la table? Oui. Oui, quelle est ma définition de la gastronomie fine? Oui, bien sûr, il faut un bon homard, une nourriture spéciale, mais il faut tout de même le conditionnement. Parce que pour moi et pour mes origines, la gastronomie fine, c'est le service, c'est le vin, c'est s'occuper des clients, une vraie hospitalité. Et tout ça doit être mis dans un seul paquet. La nourriture représente seulement 50-60%. Et le reste, c'est le conditionnement. C'est le paquet qui est autour. C'est ce que
Julien vient de mentionner, Alex vient de mentionner, c'est-à-dire la notion de l'art de la table. Ces petits détails, la couverture, la musique, la température, le vin, c'est ça qui va faire une différence et c'est ça la restauration fine. Je crois que c'est au mieux et dans ces conditions-là le plus pur. La gastronomie fine, c'est un tour de magie parce que quand vous y pensez, quand vous pensez aux dépenses, il n'y a pas vraiment de restaurant bon marché qui rentre dans la catégorie de gastronomie fine. Mais je pense que les meilleurs restaurants de ce genre ne vous donnent jamais l'expression que c'est simplement une transaction, un marchandage, un échange purement commercial. Il faut penser un peu à un voyage en toboggan. Une fois que je suis dans le toboggan, je me sens en toute sécurité et on s'occupe de moi. Et on va s'occuper de tous mes besoins. Et la restauration fine commence avec le premier appel pour réserver une place, une table. Et j'aime bien y penser parce que comme ça, je suis libéré pour penser si on a besoin de nappes, de fleurs, ou si la restauration mexicaine peut arriver à ces niveaux. C'est plutôt faire en sorte que le convive oublie ses problèmes, s'oublie eux-mêmes et passe un bon moment. C'est vraiment très intéressant parce que quand je pense à un repas que j'ai pris, on a payé $1000 pour un dîner, c'était 80 minutes, ils nous ont donné le chèque même avant qu'on puisse se reposer du dîner. Et pour moi, avec beaucoup d'activités autour, pour moi, c'était pas une expérience de gastronomie fine. Oui, vous avez pensé que vous avez eu des relations sexuelles, mais néanmoins, vous n'avez pas reçu de baiser. Pensons à un autre aspect de ce business. Je vais revenir sur cette remarque. Pour subvenir à ces tendances, pour transporter les gens, pour les transporter hors de l'échange purement économique, on a besoin d'employés, on a besoin donc de personnes qui travaillent dans les cuisines. Et comment est-ce que donc vous trouvez les bonnes personnes? Comment vous les formez? Les personnes requises, il y en a beaucoup, mais comment est-ce que vous les trouvez pour pouvoir livrer cette service gastronomique? Pour nous, c'est une question de formation. Il ne faut pas passer beaucoup de temps avec les gens parce que c'est un secteur qui vraiment est centré sur les individus. Donc, cette personne doit être accompagné par le temps, par des compétences et des connaissances. Si vous n'êtes pas bien entouré, vous n'aurez pas de résultats. C'est ici aux États-Unis, quand les chefs se réunissent, ils partent toujours du travail. Ils parlent toujours de la question de l'emploi, maintenant, la tendance dans la gastronomie fine, c'est quelque chose qui est vu comme étant un peu de mauvais goût, quelque chose du passé, quelque chose qui n'est pas forcément très bon. Non, parce que en fin de compte, c'est nous qui devons transmettre les connaissances, donner ces siècles de connaissances, de recettes, de cuisine, pour les transmettre vers les nouvelles générations. Donc pour nous, la gastronomie fine n'est pas du tout n'est pas du tout de mauvais goût. Mais je pense tout de même que quelque chose a changé. C'est intéressant d'avoir Daniel Glou dans l'audience. Je me souviens qu'on était à l'université, on avait mis des cravates comme des adultes et on était sortis manger dans un restaurant, alors que maintenant, c'est les adultes qui s'habillent comme les adolescents. Donc je crois qu'il y a un écart entre ces expériences en contraste avec la restauration où on mange un taco
car à notre époque, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 60 dollars à dépenser. Alors comment est-ce que cela peut être de mise dans cet environnement où des gens dépensent des argents sur des t-shirts comme s'ils venaient de gagner le grand lot à Las Vegas? Comment répondre à l'attente de cette génération? Et encore une fois, ça fait partie de ce qu'on fait, c'est la transmission, c'est la communication. Il faut faire le lien entre la connaissance et les personnes. Si vous voulez travailler dans ce secteur, il faut prendre le temps de former les gens pour qu'ils sachent ce qui est demandé d'eux. Mais s'ils ne veulent pas prendre le temps d'apprendre, cela a été mon expérience récemment. Je gère des restaurants dans le secteur hôtelier, entre 100 et 180 restaurants avec tout le service de restauration, les barman, des sommeliers, des commis de cuisine, des cuistots. Mais de plus en plus, on voit qu'ils n'ont pas la pérennité. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas à l'heure pour leur tournée. Ils ne prennent pas le temps d'apprendre l'art et les nuances de l'hospitalité. Et c'est ma plus grande préoccupation. Je suis d'accord avec vous. La gastronomie fine ne peut pas être prononcée mort. Pas du tout, on ne peut même pas l'imaginer. Mais l'hospitalité est en train de changer, ainsi que sa signification. Et c'est super important pour nous tous, rassemblés ici, de vraiment comprendre ce que signifie l'hospitalité et de pouvoir le communiquer à cette nouvelle génération future. Et ça a été vraiment assez ardu de le faire. Est-ce que vous parlez de la définition du luxe ou est-ce que vous parlez de la définition de comment la génération milléniale n'aime pas travailler? Je pense que c'est deux choses différentes. Donc une troisième chose, le luxe dans un monde où il y a plus de que j'avais au bureau, j'étais celui qui était dans le siège le plus privilégié. Mais maintenant, je peux m'asseoir n'importe où, sans m'habiller, sans me mettre en costume. Alors, avant, il fallait amener 10 chèques pour signer un contrat, et maintenant, nous trouvons que c'est plutôt onéreux. Donc, avant que je commence à travailler dans ce secteur, les sous-chefs, on me disait que le sous-chef était content de travailler pour le chef jusqu'à qu'il prenne sa retraite, et c'était parfaitement honorable. Je me souviens, j'avais commencé à travailler, le sous-chef était divorcé, il avait des enfants, on avait peur de lui. Maintenant, mon sous-chef a 22 ans. Et peut-être qu'ils sont devenus sous-chefs sous d'autres conditions. Que l'on aime ou pas, ça va nous forcer à devenir plus astucieux dans notre fonctionnement. Et c'est très émotionnel, c'est très poignant parce que avant, on pouvait dire oui, on peut toujours dire oui. Avant, quand j'étais dans la cuisine, c'était ainsi. Maintenant, on travaille à 40 heures par semaine. Avant, on travaillait 80 heures par semaine. Et c'est un meilleur style de vie. Mais ce qui fait peur, c'est est-ce qu'on est en train de construire la nouvelle génération de chefs? Est-ce qu'on a même la capacité de former la nouvelle génération de chefs, de restaurateurs, de sommeliers, de directeurs, de restaurateurs? Est-ce que c'est un requis? Est-ce que c'est un prérequis pour faire partie de la restauration gastronomique? Pour moi, si, parce que par exemple, si je vais couper les échalotes en coupe fine, mais après je me soucie pas parce que je vais les mettre dans une sauce et puis personne ne va les voir. Mais si vous passez plus de temps à découper les échalotes, vous allez voir que les résultats d'une manière ou d'une autre. Donc, si
on fait l'économie de l'effort, on va voir la différence. Donc maintenant, le SMIC à New York est maintenant est de 15 $ par heure maintenant. Ça veut dire que les porteurs de restaurants vont gagner 17 $ par heure. Mais ce qui fait peur là-dedans, ce n'est pas en rapport avec la qualité des chefs, mais on peut seulement augmenter les prix jusqu'à un certain point. À un certain moment, les gens ne vont plus sortir manger à l'extérieur. Je n'aime pas faire des liens entre toutes ces choses, de généraliser, mais c'est une question, c'est des solutions qu'on est en train de trouver en plein champ de bataille. C'est un peu comme la guerre du Vietnam. Alex mentionne bien sûr des choses importantes. C'est par exemple la rémunération. Est-ce que c'est une question de tout ou rien? Oui, tous ici, on a été élevés dans l'idée de tout faire parfaitement, de trouver les bons ingrédients, de faire une sauce réduite à point. On a toujours ce langage, mais la question c'est plutôt de l'expliquer. Mais la question c'est la nouvelle génération aura l'attention d'absorber toutes ces leçons. Je crois que c'est une question d'un sacrifice, de discipline. Il y a des gens qui ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas Alors, quel est le prix quel est le prix pour la restauration gastronomique? C'est le sourire sur le visage de tous les convives et c'est de pouvoir partager cette émotion avec des personnes. Et c'est la seule industrie dans le monde où on peut faire cela 2 fois par jour. Il y a quelques sujets à relever. Donc, où sont les déesses de la gastronomie? Vous êtes déesse de la gastronomie. 99% des chefs exécutifs aux États-Unis sont des femmes, y inclus dans les restaurants indépendants. Donc, quelle est la place des femmes? Je crois que c'est une question de concurrence. Les femmes n'aiment pas ce genre d'atmosphère concurrentielle. C'est pas une question d'un effort de tout ou rien, parce que les femmes sont tout aussi passionnées et dédiées. La restauration est un monde plein de testostérone. C'est un monde assez ardu, un peu macho. Et c'est une question de ne pas céder de terrain. Les femmes sont généreuses, elles aiment faire la paix, elles aiment mener la paix, elles aiment être dans un environnement paisible au lieu de chercher la confrontation. Dans mon expérience, les femmes ont plutôt choisi des manières plus douces de fonctionner. C'est des chefs et elles sont présentes dans l'industrie, mais elles y sont parvenues sans amener autant d'attention vers elles-mêmes. Alex, le testostérone dans la cuisine, j'ai commencé en tant que chef de ligne et après j'ai commencé à travailler dans la pâtisserie parce qu'il y avait plus de femmes qui y travaillaient, plus de filles. Ça m'intéressait. C'est toujours un sujet un peu sensible. Mon nouveau restaurant, la cuisine, a un effectif de 20% féminin. Donc, en fait, en ce moment, on est en recherche de femmes. De mon point de vue, c'est pas une question de si vous êtes femme ou homme, c'est une question d'avoir besoin de plus de personnes. J'ai fait l'école culinaire et la moitié de ma classe était dans mon école
culinaire. Oui, elles sont 80% des effectifs dans les écoles. C'était pas le cas dans ma classe, mais c'est peut-être une anomalie. Ma femme est pâtissière. Elle a dû mener des batailles dans la cuisine. Je ne veux pas rentrer en détail parce que je ne veux pas. Je ne veux pas brimer des gens qui sont ici, mais c'est une vérité qu'on ne veut pas écouter. Julien, vous êtes chef français en Asie. Combien de femmes dans votre cuisine? Il y a 4 dames dans la cuisine. Notre pâtissière est une femme. Notre chef pâtissière. Pour moi, c'est la même chose. C'est une question des personnalités, de ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. C'est une personne brillante, qu'elle soit homme ou femme, c'est la même chose. Je traite tout le monde de la même manière. Et je pense que c'est simplement la manière normale de procéder. Nous nous approchons de la fin et je pense que le panel s'appelle Gastronomy Now, la gastronomie à l'état présent, mais je pense que nous avons vu énormément de changements. C'est des tendances, mais c'est plutôt des vagues de proximité, de curiosité pour des philosophies gastronomiques. C'est plutôt ces vagues philosophiques de changement, d'état d'esprit. Et je me demande si dans vos opinions, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir de la gastronomie? Est-ce que vous aimeriez voir dans la génération future? Donc, si je pourrais commencer avec vous, Soa. Je crois que ce que Julien a dit sur le fait qu'il y a plus de personnes qui posent des questions sur la santé et la nourriture, c'est peut-être pas une tendance, mais c'est tout de même de plus en plus, cela fait partie de plus en plus de la restauration gastronomique. Les gens veulent avoir l'impression de bien manger, de manger sain. Et je crois que la prochaine phase dans notre évolution sera d'être plus en lien avec ce que l'expérience que veulent les gens, que recherchent les gens, de les aider en étant plus rapides. Alex, j'aimerais que la diversité continue à évoluer. Je ne veux pas parler de restauration ethnique, mais de dire qu'il n'y a pas d'étrangers dans la gastronomie. La tradition est très importante, l'authenticité est très importante, mais à un certain moment, ils étaient radicalement nouveaux. Quand vous regardez la gastronomie française en tant que cuisine authentique, vous voyez qu'elle est passée par des phases traditionnelles, des modes, des approches qui a absorbé des nourritures cette gastronomie française a pu absorber des aliments qui viennent de l'étranger. Donc j'aimerais voir la pendule versée de l'autre côté. Si c'est très local, c'est très bien, mais j'aimerais voir la pendule pencher de l'autre côté, et parce que tout ce qui est de chez vous, à un moment, n'était pas de chez vous, venait d'autre part. Donc oui, c'est de combattre la rhétorique du local. Oui, les idées nouveaux sont affinées et on les attend. Vous allez rester dans ce langage mexicain, oui, mais si tous mes restaurants brûlés étaient incendiés, je rechercherai encore une fois les tortillas mexicains et la farine masa mexicaine, non pas parce qu'elles sont authentiquement mexicaines, parce que j'aime ces ingrédients. C'est une question de les commercialiser, de les vendre, de les mettre sur le marché. Donc une fois de plus, qu'est-ce que c'est que la gastronomie fine? C'est plutôt la créativité, la folle créativité qui doit être déliée et relâchée. Et je vais revenir sur la cuisine saine. Je pense que c'est un grand mouvement. On doit être conscient de cette tendance-là. On doit tous y travailler.
et que ce soit la restauration rapide ou un sandwich, ça ne fait rien. Ce que les gens recherchent, c'est la sincérité dans notre approche et la manière et le langage de la nourriture et d'essayer de fournir un service qui est vraiment agréable et authentique et sincère. Et je crois que c'est très intéressant de passer à l'authenticité, de passer à la sincérité. C'est quelque chose qui donne vraiment à penser. Merci beaucoup de vos contributions. Il y a beaucoup de choses qui nous restent à dire, mais merci à ce groupe de cette participation.